suis Céline Gauthier, directrice générale adjointe de la GSC, et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau chapitre de notre MOOC sur la démarche entrepreneuriale. Entreprendre, c'est une aventure collective. Nous l'avons observé grâce à nos 2 précédents chapitres, d'abord lors de la rencontre avec nos associés, puis grâce aux différentes parties prenantes qui vous accompagneront dans le financement de votre projet. Nous verrons aussi, un peu plus tard, dans une prochaine session, l'importance du réseau. Aujourd'hui, nous allons étudier ce grand moment de la vie de l'entrepreneur, le recrutement. Du premier stagiaire au premier CDI, vous allez forcément et souvent plus vite que prévu avoir besoin de renforts et de talents dans votre entreprise. Si j'utilise l'expression de grand moment, c'est bien parce qu'il s'agit d'un pas important dans la vie de l'entrepreneur et de l'entreprise. De l'entreprise, car le premier recrutement est un indicateur fort du développement de la structure. De l'entrepreneur, car avoir des collaborateurs implique de ne plus se mettre en risque seul. Chacune de vos décisions aura plus de poids, car elle impliquera la mise en risque de l'ensemble des membres de l'équipe. Bien sûr, cela reste un moment extrêmement positif pour l'entrepreneur. D'abord parce que vous allez pouvoir exprimer vos talents managériaux, mais aussi car vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur vos tâches prioritaires. Arrive le moment d'essayer de déléguer. Car déléguer, ce n'est pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de son bébé. Pourtant, c'est impératif. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer ce chapitre sur le recrutement. L'objectif, avec nos entrepreneurs et experts, est de vous donner les bonnes clés pour organiser votre équipe, mais aussi les bons outils pour la manager. Savez-vous quel est l'organisme qui soutient le plus les entrepreneurs en création ? Pôle emploi. 1 entrepreneur sur 2 est demandeur d'emploi. Entrez dans un incubateur et demandez qui est au chômage. Vous serez surpris du nombre de mains levées. Pour rappel, Pôle emploi, grâce à l'ARS ou à l'ACRE, vous permet soit d'être indemnisé par le maintien de vos droits pendant votre création d'entreprise, soit de toucher 45% du reliquat de votre indemnisation au jour de votre création afin de l'intégrer au capital de votre entreprise. Le reste de vos indemnités est maintenu jusqu'à la fin de vos droits. Point important, ce système fonctionne uniquement si vous êtes représentant légal de l'entreprise et donc inscrit sur le CABIS. Ce qui veut dire que cela ne marche pas pour les associés, sauf s'ils sont co-gérants ou coprésidents. Plus généralement, lors de la création de votre business plan, vous allez devoir intégrer votre rémunération. Attention, certains prévisionnels intègrent une rémunération très tardivement. Pour la crédibilité de votre plan d'affaires, je vous déconseille d'agir de cette manière. En effet, vos partenaires se demanderont très vite de quelle manière vous allez subvenir à vos besoins personnels d'ici là. Une année est acceptable, notamment grâce à Pôle emploi ou une indemnisation de rupture avec votre ancien employeur. Mais plus paraît étonnant. Je vous rappelle aussi qu'une rentabilité démontrée, sans prise en compte des salaires et charges sociales, ne sera pas validée comme réelle. Plus votre business plan intégrera les charges réelles de l'entreprise, plus il sera considéré comme solide. Enfin, même si c'est une pratique courante en création, je préfère rappeler que le travail bénévole dans une entreprise est interdit. Attention donc au statut de vos associés durant la phase de lancement. Viendra donc rapidement, je l'espère, ce moment où vous allez pouvoir, vous et vos associés, vous rémunérer avec votre entreprise. Vos salaires seront généralement assez faibles, c'est normal. Cependant, soyez vigilants sur vos protections. Si vous êtes président de la structure ou gérant majoritaire, vous ne pourrez pas cotiser à Pôle emploi. Il faudra donc vous protéger de manière individuelle avec une assurance chômage du dirigeant comme la GSC. Voyons un peu la manière dont Frédéric Munier, cofondateur de Fago, et son associé ont vécu leur premier recrutement. Bonjour Frédéric. Bonjour Céline. Alors ces fameux premiers recrutements, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le recrutement, une longue histoire. Je crois que le premier recrutement que l'on fait au sein d'une association comme on peut avoir avec Nicolas, c'est le fait de se trouver avec son associé. Nous, on a eu la chance de partager pas mal de moments ensemble avant de créer Fago et du coup de pouvoir échanger sur la manière de chacun de fonctionner, la manière dont on peut travailler ensemble, dont on peut prendre des décisions ensemble, dont on peut s'opposer parfois sur des décisions, mais dans le sens de la marche, on va dire. Et je crois que c'est le premier vrai choix humain que l'on fait au sein de notre entreprise, c'est le fait de s'associer avec une personne et d'être sûr de travailler dans la même direction et de pouvoir avancer ensemble sans être dans des oppositions, dans des luttes, mais d'être dans quelque chose de constructif.
On a eu de la chance avec Nicolas que ça se passe très bien, parce que ça fait maintenant 8 ans qu'on est associés, on a partagé les rôles, on a aussi appris à évoluer ensemble, et à chacun trouve son domaine de compétences. Et puis là, pour le coup, au départ, il n'y a pas de fiche de poste parce que l'entreprise, elle pivote un petit peu, elle évolue, elle grandit plus ou moins vite, etc. Du coup, c'est petit à petit à se trouver mutuellement. On a eu de la chance aussi avec Nicolas, c'est que l'entreprise a démarré relativement vite. Donc au départ, inévitablement, on était comme pas mal d'entrepreneurs, on a commencé sans se payer, on était encore étudiants, donc on arrivait à faire les fins de mois. Et puis au bout de 5 mois, on a commencé à se payer 600 € par mois. Donc ça nous a très clairement, on était dans une position assez confortable parce que quand on est encore étudiant et qu'on touche un petit bonus de 600 € par mois en parallèle des cours, etc., c'est quand même pas rien. Et puis petit à petit, l'entreprise a grandi. L'entreprise, d'abord, l'activité a grandi avant qu'elle grandisse humainement, mais l'activité a grandi, ce qui nous a permis de nous payer un petit peu plus. Chaque mois, on est monté à peu près à 2000 € par mois. Et voilà, c'est un salaire qu'on a toujours à peu près maintenu. Et on a, avec des pics d'activité aussi, parce que quand il y a un petit peu moins de trésorerie, de temps en temps, on ne se paye pas pendant 2 mois, de temps en temps, on tire un petit peu, on décale de 15 jours le salaire parce qu'on attend que l'argent arrive, qu'un client paye, etc. Et puis on est venu l'heure du premier recrutement réel, qui était un commercial chez nous, où on avait très très peu d'expérience et du coup on a publié une offre sur Facebook. Nous recherchons commercial, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup plus de détails que ça, parce qu'on n'avait pas écrit une fiche de poste, on n'avait pas fait d'études comparatives au préalable sur différentes entreprises. Nous on était très jeunes, on avait 23 ans, donc on ne savait pas très bien comment marchait une entreprise, on n'avait peut-être pas ce recul. Et du coup, on a reçu pas mal de candidatures de gens qui suivaient la marque en tant que consommateurs, etc. Parce qu'on a publié ça sur notre page fan Facebook. Et de là, on a reçu peut-être 25 candidats où finalement on était plus stressé qu'eux. C'était impressionnant. Je me souviens spécialement du premier entretien où j'arrivais pas du tout à me concentrer sur le profil que j'avais en face de moi. J'étais concentré sur mes propres questions, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais répondre quand on allait me poser une question à moi, alors que j'étais dans la peau du recruteur, mais que j'étais beaucoup plus stressé que le candidat. Et ça, c'était vraiment un moment où j'en rigole toujours parce que, en fait, recruter, c'est quand même toute une procédure, tout un savoir-faire, et qu'on a finalement très peu de temps pour analyser le potentiel d'un candidat et savoir si ça peut fitter avec lui, etc. Et en 1 heure, il faut qu'on arrive à décortiquer et à savoir si on va pouvoir travailler les 5-10 prochaines années ensemble. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et je me souviens que j'étais tremblant en entrant en entretien. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va faire? Voilà. Et finalement, tout s'est bien passé. Le candidat qu'on avait recruté à cette époque-là, c'est Olivier, et qui est toujours avec nous aujourd'hui, 8 ans après. Donc on se dit qu'on a fait le bon choix. On est toujours content de lui. Et puis petit à petit, alors heureusement qu'on n'a pas présenté une fiche de poste parce que inévitablement dans une petite société, les postes évoluent, grandissent, et c'est ça la magie aussi du recrutement qui se passe bien, c'est qu'on arrive à faire grandir la personne dans l'entreprise en lui apprenant des choses, qu'elle puisse apprendre à l'entreprise aussi, et en la faisant évoluer un maximum. Merci pour ces informations, Frédéric. L'une des sources de main-d'œuvre privilégiée pour les entrepreneurs est, au moins au démarrage, le recrutement de stagiaires ou d'apprentis. En effet, ils permettent de se libérer de tâches simples à bas coût pour l'entreprise. Cependant, n'oubliez pas que le contrat est double. Vous allez pouvoir confier de nombreuses tâches aux jeunes qui vous rejoindront. En échange, il faudra vous rappeler que le stage ou l'apprentissage est une démarche pédagogique. J'entends par là que vous devrez accorder du temps à votre apprenant pour l'aider à progresser, faire le lien avec sa formation théorique et lui apporter les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage ou de son mémoire de fin d'études. Le stagiaire n'est donc pas à considérer comme un salarié de l'entreprise, mais bien comme un étudiant en apprentissage de la vie professionnelle. En revanche, les étudiants qui frappent à la porte des entrepreneurs, et non des grands groupes, sont souvent des profils très intéressants. Ils recherchent généralement des missions où la prise d'initiative est forte et où ils peuvent avoir des responsabilités. En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas mieux attendre.
C'est pourquoi, dans les startups, nous voyons régulièrement des apprentis en charge d'un pôle de manière tout à fait autonome. Il faudra donc les manager en conséquence, avec une dose de tâches quotidiennes, puis quelques projets sur lesquels ils pourront exprimer leurs compétences. Quelques points de gestion sont importants. Tout d'abord, le rythme d'apprentissage du jeune. Concernant les stagiaires, cela fonctionne par période. Ils seront donc chez vous entre 1 et 6 mois selon leur école et formation. À partir de 2 mois, la rémunération est obligatoire avec un minimum d'environ 550 € par mois exonérés de charges sociales. L'ensemble est résumé dans une convention de stage. Concernant les apprentis, votre engagement sera plus important. Vous signerez un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Ça s'assimile à un CDD d'une durée généralement fixée à 1 ou 2 ans. La rémunération minimum est fixée entre 800 et 1 200 € selon le niveau d'études et l'âge de l'étudiant. Elle est aussi exonérée de la plupart des charges sociales. L'avantage des apprentis est leur présence sur le long terme dans l'entreprise. Vous devez cependant rester très vigilant sur le rythme d'apprentissage de l'étudiant lors de votre recrutement. Selon les formations et les écoles, ils seront à l'école 1 ou 2 jours par semaine, 1 semaine sur 2, 2 semaines sur 3, et parfois même sur des plages mensuelles. Lors de l'entretien, le jeune doit toujours vous remettre son planning de formation. Soyez vigilant à ce qu'il corresponde bien au rythme de votre entreprise et à la mission que vous souhaitez lui confier. C'est à partir de ce moment que vous allez devoir enfiler une casquette supplémentaire à votre collection, celle de RH. N'étant généralement pas en mesure de recruter quelqu'un de compétent à la matière, vous allez vous improviser recruteur afin de créer votre première équipe. Anciens stagiaires ou apprentis, anciens collègues, amis d'école, bouche à oreille, les premiers recrutements se font souvent de manière très informelle. La raison à cela est assez simple. Recruter coûte cher. Donc, en bon entrepreneur confirmé maintenant, vous allez chercher des moyens économiques de le faire. Je vous précise tout de même que les réseaux sociaux ont transformé de manière significative ce marché. Notamment les réseaux sociaux professionnels qui permettent de recruter des profils très qualifiés pour un coût à l'annonce accessible, même aux entrepreneurs. Vos premiers salariés auront une spécificité importante. Rappelez-vous qu'ils ne rejoignent généralement pas une entreprise mais bien une aventure. Ils savent comme vous que le projet est récent, que tout est à construire et qu'ils seront a priori moins bien rémunérés qu'ailleurs. Ce qui veut dire que les premiers collaborateurs, s'ils adhèrent au projet, auront un engagement très fort pour votre entreprise et pour vous. À vous donc de maintenir cet engagement et de les embarquer avec vous dans votre belle aventure entrepreneuriale. Il y a bien des spécificités selon les générations, mais quel que soit leur âge, ils seront en attente de transparence, de capacité à prendre des initiatives et de monter rapidement en hiérarchie. Si vous créez ce climat, vous serez vite étonné de voir à quel point ils seront prêts à accompagner l'entreprise dans sa croissance. Échangeons maintenant avec Vincent Lefebvre, dirigeant de Resurgo Conseil et expert en management et ressources humaines. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors recruter, c'est un peu comme embarquer un équipage dans une aventure extraordinaire? Tout à fait, en effet. Recruter, c'est faire participer un équipage à une aventure. Et ça nécessite de la part du dirigeant d'avoir pris le temps, dans un premier moment, de réfléchir à son cap, à là où il veut aller et pourquoi il veut le faire surtout. C'est un moment de solitude, c'est un moment d'isolement où le capitaine de cette aventure va regarder ses cartes avec ses outils, ses compas. Il va réfléchir à là où il veut aller et surtout quel sens il veut donner à cette aventure. Pourquoi se lancer dans une telle aventure? C'est essentiel pour lui, bien sûr, pour avoir un cap précis et avoir une cohérence dans sa démarche, mais aussi parce que ça va être à la base de son discours pour recruter un équipage. Alors, ce temps-là, il est parfois oublié par certains dirigeants qui se lancent assez vite sur la construction d'un produit ou sur un service à rendre avant même d'avoir réfléchi à pourquoi fabriquer ce produit finalement. Quelle trace je veux le laisser sur la Terre ou dans l'existence. Alors, ce premier moment est essentiel. Pourquoi? Parce qu'un équipage ne sera pas seulement intéressé par le produit, mais à ce que vous pouvez lui apporter en termes existentiels aussi. Le produit va fonctionner 1 an, 2 ans, après quoi le collaborateur ou le coéquipier va chercher quelque chose de plus grand qui pourra le porter et mener toute son énergie pour la fabrication d'un produit ou d'un service. Si je suis capable de lui proposer autre chose que simplement le produit ou le service, alors je participe à l'aventure, alors ma motivation en est décuplée. Ce travail essentiel, primordial, c'est le travail solitaire du dirigeant. Pourquoi
je fabrique tel produit. Le deuxième moment, c'est celui de la taverne. J'appelle la taverne parce qu'à un moment donné, le capitaine va devoir recruter son équipage, venant de tous bords, de toute aventure précédente d'ailleurs. Il va rechercher un équipage et passer du temps à expliquer son projet. Tant mieux, il a pris du temps pour réfléchir seul à là où il veut aller, le cap et le pourquoi. Ce temps de la taverne, c'est le temps où on va s'asseoir autour d'un boc, boire une bière et raconter, faire rêver un collaborateur potentiel pour participer à l'aventure. Évidemment, il y a ce travail de séduction, mais il y a surtout ce travail d'alignement. Est-ce que l'aventure que je te propose correspond à ton attente? Est-ce que le rêve que je te propose t'intéresse? Il est essentiel ce moment-là, il est essentiel de passer du temps à expliquer ce rêve partagé, parce que trop tard, 1 an ou 2 après, si on découvre que nos rêves sont divergents. Ça peut être le cas pour certains associés et aussi pour certains collaborateurs qui n'auraient pas pris le temps d'avoir entendu votre projet, votre ADN. Prenez le temps d'expliquer votre ADN. C'est le deuxième moment. Le troisième moment qui va suivre, il est essentiel aussi, c'est celui de la motivation et du maintien de la motivation de mes premiers collaborateurs. J'ai recruté des collaborateurs souvent relativement polyvalents. La création d'une entreprise nécessite qu'on soit sur tous les postes du bateau. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir mettre en panne le bateau, mettre en panne, c'est-à-dire ranger les voiles quelques minutes, pour réunir l'équipage sur le pont et rappeler le pourquoi de l'aventure. Il permet à l'ensemble de l'équipage de rester motivé et donner beaucoup d'énergie pour réaliser l'aventure collectivement. Voilà en gros les 3 moments importants de cette démarche de recrutement des collaborateurs. Merci Vincent. Nous avons observé que la motivation des premiers collaborateurs sera très forte et leur implication équivalente. Cette situation managériale fonctionne généralement pour les 10 premiers salariés de l'entreprise. Vient ensuite le temps du management et des process. Quel que soit votre mode de management, de l'entreprise processée à l'entreprise libérée, il faudra établir des règles de fonctionnement claires pour l'ensemble des collaborateurs. Vous allez devoir vous appuyer sur des personnes ressources en interne afin de mener des projets. Acceptez que vous ne pouvez pas et ne devez pas tout contrôler afin de déléguer et faire émerger les talents de vos équipiers. Comme je vous l'ai indiqué, les premiers recrutements risquent de se faire de manière informelle. Cependant, plus vous réussissez à définir les contours de la mission de vos collaborateurs et vos attentes, plus vous maintiendrez la relation qualitative sur le long terme. C'est pourquoi il sera très important de créer des fiches de poste. Vous pouvez soit les définir de manière autonome, soit les écrire avec celles et ceux qui se sont appropriés le poste au départ. Mettre en place des points avec eux de manière structurée. Attention au micromanagement dans les jeunes entreprises. Vous devez prendre de la hauteur et réussir à définir des plages de temps pour des réunions efficaces. Les nouveaux modes de management basés sur l'objectif et non le quotidien, l'entreprise libérée par exemple, ont largement fait leurs preuves. À vous de comprendre si vous êtes en capacité de les intégrer. Ayez tout de même en tête que vous y viendrez, car vos collaborateurs vous le demanderont. Cependant, ces pratiques n'empêchent pas le management. Vos équipes ont besoin de se sentir suivies, écoutées et même contrôlées. Je vous rappelle que contrôler le travail de quelqu'un signifie lui avoir donné une responsabilité. Mettre en place des points collectifs pendant au moins les 5 premières années. Les collaborateurs seront en attente de comprendre les enjeux de l'entreprise, mais aussi les enjeux des autres services. Vous constaterez rapidement que le quotidien casse le lien entre les collaborateurs. À vous de le maintenir. Rappelez-vous que vos collègues vous ont rejoint dans l'aventure et que vous voulez maintenir cette dynamique le plus longtemps possible. Il va vous falloir mettre en place des outils de travail nécessaires. Vous avez lancé vos boîtes email sur Gmail, votre Dropbox est rempli de tableaux Excel, vos propositions commerciales sont dans 3 dossiers, en cours, perdu, gagné. Mauvaise nouvelle, vous allez devoir restructurer l'ensemble. En effet, vos collaborateurs et vous-même allez avoir besoin d'outils. La productivité sera le maître mot. La croissance de votre entreprise va forcément passer par ce moment où, avec la même équipe, vous allez devoir faire beaucoup. C'est pourquoi il faut soulager vos collaborateurs en mettant à leur disposition les outils nécessaires à ce qu'ils ne perdent pas de temps de recherche, qu'ils ne fassent pas de duplication des tâches ou de reporting infini. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de nombreux outils collaboratifs et en mode SaaS. Le mode SaaS signifie Software as a Service. Il s'agit de logiciels qui ne sont plus installés localement sur votre ordinateur, mais en ligne sur les serveurs de l'éditeur. Ces logiciels comprennent des solutions de bureautique comme Office 365 ou Google Suite, de communication interne comme Slack,
de gestion de projet comme Trello ou de CRM et de nombreux autres. Ces outils permettront à vos collaborateurs de gagner du temps, mais aussi à vous de suivre l'ensemble de l'activité de manière bien plus efficace. Leur tarification s'effectue la plupart du temps par utilisateur et par mois. Les tarifs sont largement accessibles et le retour sur investissement se fera sentir très vite. Je vous propose de retrouver le cofondateur de Fago, Frédéric Munier. Frédéric, j'imagine que les problématiques de recrutement aujourd'hui sont différentes. Vous êtes maintenant 40. Alors, elles ont bien évolué, c'est vrai. On continue à recruter sur Facebook toujours, mais de manière peut-être un petit peu plus professionnelle, avec des fiches de poste. Et on relaie aussi sur des sites d'emploi comme Fashion Job, Welcome to the Jungle, des sites qui peuvent nous permettre de toucher plus de candidats. Et surtout, on a des offres un peu plus ciblées, puisqu'on cherche des métiers plus précis. Et du coup, ça nous permet de mieux cibler et d'offrir aux candidats une meilleure visibilité du poste que l'on cherche chez nous. Après, il faut savoir qu'avant d'arriver à 40, on est passé par pas mal d'étapes. Moi, je dis toujours que chaque dizaine est assez importante dans une entreprise parce que chaque dizaine, on change un petit peu le type de management et du coup de recrutement. C'est que la première dizaine, on commence à spécialiser un petit peu tous les pôles de compétences. Donc chacun doit plus rester à sa place, là où un commercial au tout départ dont on parlait tout à l'heure pouvait éventuellement faire aussi un petit peu de marketing, une opération événementielle, etc. Aujourd'hui, dès qu'on passe la première dizaine, on est obligé de donner une réelle place à chacun et les gens peuvent moins empiéter sur le terrain des autres, etc. Parce que c'est important de respecter aussi le cadre de chacun. Et après, du coup, dans le recrutement, ça s'en ressent aussi parce que dès qu'on passe la dizaine de personnes, on est obligé de commencer aussi au départ, on commence par des présentations à nos managers pour que la personne qu'on va recruter en dessous de ce manager, le manager l'ait déjà vu avant qu'il arrive un bon lundi matin en entreprise et aussi donner son aval parce que de temps en temps ça peut fitter avec nous, mais le manager va trouver que, au contraire, il n'y a pas du tout de feeling qui passe, il ne comprend pas très bien le parcours de la personne qu'on reçoit en entretien. Donc il y a cette première brique de on diffuse mieux, encadrant mieux les choses. Il y a cette deuxième brique où, à 10 personnes, on commence à présenter à nos managers des candidats potentiels. Et puis après, je crois que c'est à peu près à 20 ou 30 personnes où on est passé, où c'est nos managers qui nous présentaient des candidats avec lesquels ils avaient un feeling. Et du coup, on a essayé d'accompagner le mieux possible nos managers à faire du recrutement. Et là, on se retrouve dans une posture de formateur au recrutement, après avoir appris nous-mêmes un peu sur le tard et en se faisant aider parfois, en prenant conseil, etc. On se retrouve à donner à nos managers la possibilité de se faire leur propre avis, etc. Alors, encore, à 30, on regarde encore tout ce qui se passe, je pense, dans l'entreprise. Donc, on est content de faire au moins un entretien avec chacun des candidats potentiels qui va intégrer l'entreprise. Et ça nous semble important. À 40, on commence à faire de plus en plus confiance à nos managers sur tout ce qui est... alors, au départ, sur tout ce qui est stagiaire, CDI, on demande encore peut-être par volonté de contrôle ou par volonté de bien comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. On demande quand même de faire des entretiens avec chacun des candidats pour des CDI. Mais après, sur tout ce qui est stagiaire, nos équipes sont complètement autonomes et ça, c'est une vraie satisfaction d'avoir pu permettre ça à nos managers, de structurer. Puis on se retrouve face à une autre difficulté aussi quand l'entreprise est en croissance sur le recrutement, c'est qu'on commence à mettre des strates. Vous avez les fameux... on aimerait bien que dans une start-up, tout le monde soit au même niveau, etc. Et puis finalement, on se rend compte que parfois, tout le monde au même niveau à 40, ça ne marche plus beaucoup. Et du coup, on est obligé de mettre des responsables de pôle. Et du coup, on commence à faire du management de N-2 sans avoir à donner vraiment notre mot à dire, mais en repassant toujours par le manager ou pas. Est-ce qu'on se permet la liberté? Mais dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être que le manager est passé 1 heure avant en disant fais A, et puis nous on arrive 1 heure après en disant fais B. Du coup, c'est pas le meilleur moyen. Donc on essaie de respecter un maximum les managers qui ont été les recruteurs de ces profils. Et voilà. Et après, je pense que dans le recrutement d'une start-up en évolution, c'est assez important aussi
d'apporter de la flexibilité au poste. C'est-à-dire que quand on recrute, on s'engage toujours sur une fiche de mission, mais cette fiche de mission, malheureusement, elle est évolutive. Si on avait dit de Olivier, notre premier salarié, ah ben voilà, tu fais ça au départ, aujourd'hui son travail, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il a 4 commerciaux sous lui, il doit les manager, il doit prendre beaucoup plus de temps sur les grands comptes, alors qu'avant, il en prenait peu, etc. Et du coup, c'est arriver aussi dans le recrutement à recruter la même personne, mais à la faire évoluer dans l'entreprise. Et finalement, c'est là où le recrutement se rejoint beaucoup, se lie beaucoup au management, parce que on va la faire évoluer, la faire grandir, continuer à lui faire apprendre. Pour nous, c'est fondamental, parce que c'est ça qu'on vient chercher dans un recrutement, c'est qu'est-ce que le candidat peut apporter à l'entreprise, mais c'est aussi qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir apporter au candidat dans son parcours professionnel total. Voilà. Et après, donc ça, c'est, on va dire, la plus belle phase du recrutement, les plus belles rencontres humaines, etc. Puis après, il y a la phase des difficultés aussi, c'est que le recrutement, il y a inévitablement un renouvellement à apporter parce qu'il y a des départs, des personnes qui ont envie de partir sur de nouvelles aventures. Nous, on dit toujours que c'est quelque chose de positif. C'est si on a accompagné pendant un temps un candidat qui est venu candidater chez nous, qui a fait 3, 4, 5 ans d'expérience chez nous et qui va ailleurs, c'est positif pour le candidat parce que lui, ça veut dire qu'on l'aura accompagné sur un bout de parcours. Et puis, c'est aussi positif pour l'entreprise parce qu'on va ramener des énergies nouvelles dans l'entreprise. Et donc nous, on trouve ça très positif, mais après, il y a la notion de remplacement. Du coup, dans le recrutement, on retrouve 2 gros pôles d'activité chez nous. Il y a la création de postes, qui est toujours magique, parce qu'à chaque fois, c'est un gain libératoire, que ce soit pour nos équipes ou même pour nous, de se dire, on recrute en ce moment un responsable de la finance chez nous. C'est super, parce que moi, je sais que ça va me libérer un temps qui va être génial, et du coup il y a une vraie motivation à aller vers le recrutement. Et puis après il y a les recrutements de remplacement. Alors là c'est vraiment du rétropédalage parce qu'on a construit quelque chose avec quelqu'un, cette personne est partie pour X ou Y raison, souvent dans de bonnes conditions sans que ce soit conflictuel, et on se retrouve avec un remplacement, donc on rétropédale et il faut reformer sur toute la dimension de l'entreprise, sur toutes les valeurs de l'entreprise, sur tout ce qui a déjà été acquis par le prédécesseur, etc. Et là, on a l'impression, au lieu de passer du temps dans le développement pur, on rétropédale un petit peu. Là, aujourd'hui, on recherche un animateur retail parce que notre animateur de notre parc de magasins est parti. Et on se rend compte, tout ce qu'il avait mis en place, qui roulait tout seul parce qu'il s'en occupait, qu'il était autonome dessus. Alors, ça a une certaine satisfaction de voir tout ça. Et puis là, on se dit, il faut reprendre à zéro, il faut lui réexpliquer que l'alarme dans cette boutique, il y a un problème, que cette équipe-là, elle fonctionne comme ça plutôt que comme ça, etc. Et donc là, c'est presque, on se dit, pourquoi on n'est pas plus aidé sur le recrutement? Et ça sera peut-être la prochaine étape à 50 personnes. On dit souvent que le cap des 50 personnes, c'est le cap où on commence à avoir besoin d'un RH en interne qui va nous soulager énormément parce que le recrutement reste beaucoup de temps, d'analyse, de confiance. Et je fais souvent une corrélation aussi entre une relation amoureuse et un recrutement. C'est-à-dire que c'est presque une relation amoureuse. Au départ, on est un peu aveugle, on se lance dans un recrutement, on a de la chance, on n'a pas de chance, mais en tout cas, on fonce. On ne se pose pas trop de questions, et peut-être notre jeunesse. Puis après, 1 ou 2 recrutements, on se dit, tiens, il manquait cette compétence, peut-être qu'on aurait pu plus développer ça, on aurait pu plus accompagner cette compétence-là. Et du coup, après, on se met en mode recruteur, mais toujours un peu méfiant. Vous savez, comme les histoires d'amour. Après une histoire d'amour un peu dure, on se dit, zut, il faut être un petit peu, que je sois plus sur la défensive, que je sois moins aveugle, que je sois... Voilà, du coup, c'est ces étapes-là que l'on passe au fur et à mesure et qui font quand même que dans l'ensemble, c'est toujours une aventure humaine, génial à vivre avec des candidats, et puis surtout en intégrant des personnes dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on fait grandir, qu'on apporte du dynamisme et qu'on apporte aussi, spécialement pour des startups comme Fago, c'est qu'on est jeune, on connaît parfois moins bien le métier que les candidats qu'on recrute, et du coup c'est super chouette de voir le côté, ils nous apportent plein de choses, des énergies nouvelles à l'entreprise pour se développer et surtout s'amuser. Merci beaucoup Frédéric. L'objectif de ce module était de vous permettre d'appréhender les questions RH liées au recrutement et au management des premiers collaborateurs. Vous avez maintenant compris que lancer l'entreprise depuis votre salon ou depuis le café du coin allait être compliqué. En effet, le recrutement, au moins des premiers stagiaires, arrive bien souvent plus vite qu'on ne le pense. Les tâches sont nombreuses et lourdes dès le début du parcours de création d'entreprise.
Vous ne pourrez pas tout faire, car ce sera forcément au détriment de votre développement. La capacité à trouver les bonnes personnes est une réelle compétence. À moins que vous ne soyez issu du monde RH, vous ne l'avez pas. Vous allez donc devoir vous baser sur des éléments plus subjectifs. C'est pourquoi je vous ai encouragé dès le départ à structurer votre recrutement, au moins en créant des fiches de poste complètes qui vous permettront de définir un cadre clair avec vos futurs collaborateurs. Partir à l'aventure ne veut pas dire foncer tête baissée. Il faut savoir partir en ayant anticipé le maximum de situations. C'est pourquoi, plus vite vous structurez vos outils et process dans l'entreprise, logiciels, mise en place de réunions, systèmes de communication, moins vous perdrez de temps à tout refaire, comme c'est malheureusement arrivé à un bon nombre d'entreprises. Vous gagnerez dans tous les cas en productivité très vite, donc prenez ce temps au départ afin de réfléchir aux bons outils. Pour devenir grand, il faut se comporter dès le début comme les grands. Dans notre prochain chapitre, nous ferons un panorama des structures juridiques d'entreprise, de l'auto-entrepreneur à la SA en passant par les sociétés coopératives. Avec notre expert, je vous éclairerai sur le statut le plus approprié pour anticiper votre développement.